Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, je le rappelle à nos auditeurs et auditrices, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans maintenant, tu es engagée et aussi l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé de la femme et sur la maternité. Tu as notamment écrit un ouvrage pour enfants sur les règles qui s'appelle Tout sur les règles. Il est publié chez Flammarion Jeunesse. En fait, je dis pour enfants, mais il faut vraiment pas hésiter à le lire à l'âge adulte. Je l'ai lu, c'est super, on apprend plein de trucs. Et si je parle de ton ouvrage sur les règles, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler des règles. Et on va surtout parler de ce qui est normal et de ce qui n'est pas vraiment normal. Alors Anna, je me permets de rappeler quelques chiffres avant de commencer. Les règles, les menstruations, les Anglais qui débarquent, vous appelez ça comme vous voulez. Ça représente à peu près 40 ans de la vie d'une femme. En général, on vit 500 cycles à peu près dans sa vie, soit 2500 jours de règles en moyenne. Moi, je trouve ça assez fou que malgré ce temps hyper conséquent que ça nous prend, en fait, on connaît pas si bien que ça le sujet. J'ai trouvé une définition des règles, Anna, tu me diras si c'est la tienne. On appelle les règles les écoulements sanguins que les personnes menstruées vivent chaque mois pour une durée allant de 3 à 7 jours, et ce, dès la puberté jusqu'à la ménopause. C'est pas mal. C'est pas mal ? C'est pas mal. Ok. Mais il faut donner quelques précisions. Je m'en doutais. Ouais. Première précision, cet écoulement sanguin, c'est une partie de l'endomètre. L'endomètre, tu vois ce que c'est, Nina, ou pas ? Ouais, je vois. Bah, bravo. Non, mais parce que tout le monde ne sait pas, c'est la couche superficielle à l'intérieur de l'utérus. Et en fait, c'est cette partie-là qui s'évacue au moment des règles sous l'effet des contractions de l'utérus. Donc c'est le petit nid qui pourrait accueillir un... Mais, Ah. oui, c'est exactement ça. C'est le petit nid qui aurait pu accueillir un embryon. Et comme il n'y a pas de grossesse, cet endomètre s'évacue. C'est ce qu'on appelle les règles. Je voudrais dire aussi, deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'on entend souvent que c'est impur, que c'est sale, que c'est je sais pas qui, je sais pas quoi. Pas du tout, c'est pas sale du tout, l'écoulement des règles. Ça fait pas partie des déchets du corps humain, je crois que c'est important de le dire. Les selles, c'est un déchet du corps humain. La morphe, c'est un déchet du corps humain. Je sais pas, on peut en trouver plein. Le vomi. Les règles ne le sont pas. L'écoulement sanguin des règles ne l'est pas du tout. D'ailleurs, le sang des règles est absolument extraordinaire. Tu sais même qu'il y a des cellules souches à l'intérieur. Non, mais la recherche est en train... Non, mais sans rigoler. Il y a des équipes européennes, américaines, ça m'enthousiasme complètement, qui est en train de se rendre compte qu'il y a des cellules souches. Et les cellules souches, c'est des cellules qui peuvent devenir toutes sortes de cellules et donc qui pourraient traiter des malades. Donc ça m'enthousiasme assez. Et plein d'autres choses. Donc, faut qu'on le garde maintenant, faut qu'on le conserve. Et alors, il y a un truc qui est rigolo aussi dans le genre anecdote, c'est que dans les règles, il y a l'ovule qui n'a pas été fécondé. Et l'ovule, c'est quand même une grosse cellule. Faut pas chercher un grain de raisin, mais c'est quand même, voilà. Et il y a plein d'autres choses, mais bon, je vais pas vous ennuyer avec ça. Je vois que ça n'enthousiasme que moi. Mais par contre, c'est vrai que c'est tachant. Mais en tout cas, il faut pas se dire que c'est impur ou je sais pas quoi. C'est parfaitement propre, comme le sperme lait, comme le lait maternel lait. C'est pas un déchet du corps humain. En moyenne, tu l'as dit, c'est puberté jusqu'à la ménopause. Donc, en moyenne, c'est 12 ans. Et en moyenne, pour la ménopause, 51 ans, en sachant que c'est des moyennes. Donc, c'est de 9, 8 à 16 et de très tôt à plus tard pour la ménopause. Anna, j'aimerais bien qu'on passe en revue les effets normaux et anormaux des règles sur les femmes, mais quand même, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le cycle menstruel, parce que le cycle commence par les règles, l'écoulement sanguin. Ensuite, et tu le diras mieux que moi, il y a une période d'ovulation, etc., à peu près au milieu du cycle. Et à la fin du cycle, juste avant les règles, ce que nous, on identifie comme la semaine avant les règles, il y a le syndrome prémenstruel. Et le syndrome prémenstruel, ça fait que moi, par exemple, je pleure quand je vois des vidéos de petits chiens, mais ça peut faire plein d'autres choses. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui est normal ou pas, le syndrome prémenstruel, et où on est un peu perturbé par ce qui se passe ? Bon, alors déjà, le syndrome prémenstruel, ça me passionne tellement parce qu'on va vous dire, oui, il faut donner des antidépresseurs et puis donner la pilule et ça passera. Ça m'énerve beaucoup. En fait, il y a quand même des solutions, donc on en fera un épisode entier. Mais en attendant, il faut quand même dire que le syndrome prémenstruel, ça concerne environ 40% des femmes et que c'est quand même des symptômes qui peuvent être très, très enquiquinants. Enfin, moi, je le sais très bien, toi apparemment aussi. Mais on va dire qu'il y a 3 familles de symptômes. Il y a les symptômes comportementaux, les symptômes émotionnels et les symptômes physiques. Et alors après, je peux te faire un catalogue. Je sais pas si c'est un Fais-moi un petit catalogue. T'es sûre ? En fait, là, les symptômes exemple, que tu vas donner, il n'y a rien qui est anormal. Tout rentre dans des symptômes que les femmes peuvent avoir dans leur... Oui et non, parce que c'est quand même des symptômes qui peuvent être sévères et qui peuvent foutre en l'air... Enfin, non, j'exagère, mais qui peuvent vraiment perturber la vie des femmes au point qu'on va en reparler, mais que ça puisse être vraiment vécu comme très mal, très désagréablement. Dans les symptômes physiques, t'en connais, on gonfle.
Enfin, on peut gonfler. Alors, ce que je vais dire, c'est que dans tous ces symptômes-là, on n'a pas forcément tout en même temps. On a un ou plusieurs ou tout. Donc On ça, a, c'est la semaine avant les règles. On peut voilà, avoir. on peut avoir migraine, douleur au sein, douleur abdominale et ou dorsale. On gonfle ou on prend du poids. On a les mains, les chevilles gonflées. On peut avoir des nausées, des sortes de douleurs musculaires, articulaires. Ça, c'est un peu pour les symptômes physiques, en tout cas pour les principaux. Après, il y a la famille de problèmes comportementaux. On est épuisé. On peut soit dormir beaucoup, soit carrément souffrir d'insomnie. On peut avoir des vertiges, on peut avoir des troubles sexuels et une perte de la libido. Oui, madame. Et on peut surtout avoir envie de manger tout le temps. Ça, j'en sais quelque chose. En particulier, avec une envie particulièrement comme ça, pour les produits sucrés, Ah. gras et sucrés. Et puis après, on a tout le versant émotionnel. Et alors là, allons-y, nervosité, colère, humeur dépressive, anxiété, saute d'humeur, confusion, oubli, sensibilité émotionnelle. Je pleure tout le temps, moi. Ou alors insensibilité émotionnelle. Ça, c'est assez drôle. Il y a des femmes qui sont, elles, au contraire, complètement hyper froides et complètement insensibles à toutes sortes de choses. J'ai eu des patientes comme ça, c'est assez rigolo. Enfin, pas rigolo, mais voilà. Et puis, on peut être impatiente, agitée. Enfin, voilà, il y a plein de symptômes. Et en tout cas, se dire que c'est pas une fatalité, d'abord, vraiment, je vous assure. Mais on fera un épisode là-dessus. Et pour les personnes qui n'ont pas leurs règles, j'ai l'impression, franchement, que c'est l'équivalent d'avoir une gueule de bois carabinée. Non, parce que c'est une gueule de bois, ça dure assez peu de temps finalement. Et puis, on boit 3 grands verres d'eau. Enfin, j'exagère, mais et ça va mieux. Là, non. Et là, c'est sur quand même plusieurs jours, tous les mois. Non, il n'y a rien qui ressemble. Et puis, parfois, on n'est vraiment pas bien. Attention, il y a une complication qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. C'est une pathologie psychique grave. Et là, ça nécessite une prise en charge médicale. C'est vraiment. Mais moi, ce que je vous conseille avec tous ces symptômes, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un agenda et vous notez. Ça paraît un peu fastidieux comme ça, mais vous notez tous les mois, voilà, JIIX, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et comme ça, on arrive à identifier. Vous arrivez là chez une sage-femme ou un médecin, on reprend votre agenda. Ah, ok, ça fait ça, ou ça ressemble à ça. Pour essayer de vous trouver des solutions. Mais en tout cas, vous dites pas qu'il n'y a pas de solution ou alors que c'est antidépresseur et pilule. Non, il y a d'autres choses à faire. Après, quand même, un petit point positif sur le cycle, parce que là, on a tout dégommé. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir une variabilité de l'humeur. Je trouve ça assez remarquable. Ça permet de voir plusieurs points de vue sur un même objet, que ce soit dans sa vie ou sur les gens qui sont autour de nous. Donc, d'avoir une grande finesse d'analyse des choses, tu vois. Ouais. Non, mais si, Non, si. non, si. C'est-à-dire que tu changes de point de vue au cours de ton cycle, toi? Bah oui, par exemple, sur une même patiente, je me dis: «Ah super, elle va bien, je vois que tous les éléments positifs». Puis, quand je suis en mauvaise période de cycle, je me dis: «Ah non Anna, toi, il faudrait faire que tu fasses ci, il faudrait plus faire ça, nin et cetera». Et pareil quand j'écris des bouquins. Et en fait, cette variabilité-là, maintenant que je l'ai éduquée et que j'arrive à savoir quand est-ce que je suis dans des périodes un peu foldingues, et ben, ça me réussit plutôt qu'autre chose. Les hommes, en quelque sorte, ils ont une forme De stabilité. Ouais, qui est, bon, intéressante, évidemment, Ok. certainement facile à vivre, mais qui n'est pas sans non plus sans moi, je trouve ça intéressant. Ok, vive le cycle, vive le syndrome prémenstruel, quoi. Non, 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 on reverra ça. Quand même. Donc, le syndrome prémenstruel, on y consacrera un épisode entier. Oui. Mais merci quand même pour ce début de teasing, on va dire. Et maintenant, les règles, donc l'écoulement sanguin, quand on perd le sang, on va passer sur un peu d'éléments pour comprendre ce qui est relativement normal et ce sur quoi il faudrait peut-être aller consulter, parler avec un médecin, une sage-femme, parce que ça va être des choses qui sont un peu moins normales. Donc, je commence par, on perd combien de sang par jour? Est-ce qu'on peut donner une fréquence de changement de tampon ou serviette relativement ordinaire et une fréquence où c'est beaucoup de sang perdu quand même? Là, je vais certainement décevoir. Moi, quand j'étais jeune fille, j'imaginais qu'on perdait une demi-bouteille d'eau, enfin de sang. Par jour? Non, ah non, sur les 3 jours. Ok. Très décevant. L'écoulement total sanguin au cours des règles, c'est l'équivalent d'une tasse à expresso. Mais moi, j'ai déjà vu ça dans ton livre et dans d'autres livres. Je n'y crois pas. Voilà. Ah C'est voilà. pas possible. C'est pas possible. Alors, tu vas me prendre pour une folle, mais moi aussi, je n'y croyais pas. T'as À tel mesuré? point, oui, que sur un cycle, j'ai pesé. Non, mais tu vas vraiment, là, les auditrices. Non, c'est J'ai bon. pesé mes serviettes hygiéniques avant et après pour mesurer à chaque fois le poids de sang et je l'ai fait sur un cycle. Et ça correspondait rigoureusement à la quantité contenue dans une tasse à expresso. Ce qui m'a beaucoup déçu. Enfin, ça m'a beaucoup déçu. Non, et en même temps, c'est rassurant. Heureusement qu'on ne perd pas 1 millilitre de sang, ce serait pas viable. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Alors, ce qui est vrai, c'est que les femmes, souvent, on perd un peu cette quantité-là, parfois en un seul jour ou 2 jours. Donc, ça donne quand même une sensation de... Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter? La première chose, c'est le fait de devoir doubler vos protections. Ça, quand une femme me dit « je mets tampon plus serviette, tampon plus culotte menstruelle », je me dis « oh, pourquoi ?»
Surtout si elle me dit, bah, pendant 24, 48 heures, je le fais. Si c'est juste une matinée, OK, why not? Mais voilà. Et deuxième chose, une femme qui me dirait: «Oh, je change toutes les heures et demie». Je dis: «Ah non, là, ça va pas du tout, hein, c'est beaucoup trop». Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas dit que c'était pathologique, on dit simplement: «Ah, on va peut-être aller faire une échographie, voir un peu ce qu'il en est pour savoir s'il y a une pathologie ou pas». Mais il y en a pas forcément du tout, hein. Mais en tout cas, on explore et puis on regarde si surtout il reste suffisamment de fer dans le sang et cetera. On fait un petit point de situation, mais souvent, rassurez-vous, il y a une surestimation par les patientes et puis, tant mieux. Donc en fait, le risque, si la personne perd trop de sang, c'est, qu'elle peut avoir des petites complications en termes de fer ou que ça lui prenne toute son énergie, qu'elle soit fatiguée. C'est un peu ça Exactement. les Et premiers puis, il risques? peut y avoir des choses à enlever chirurgicalement dans l'utérus, par exemple. OK. Mais ce qui est fou, c'est que je remarque que chez mes patientes, soit elles surestiment, soit elles sous-estiment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'estimer. Donc, si vous avez un doute, alors vous venez et on en parle. C'est de quelle couleur les écoulements sanguins? Parce que, je sais pas, on a tous un peu ce souvenir. Moi, j'ai un souvenir un peu traumatique de mes premières règles parce que c'était marron et je pensais que c'était pas normal. Mais du coup, c'est quoi les couleurs de règles normales et c'est quoi les couleurs de règles où, faut peut-être, se poser des questions? Alors, un joli rouge, super. OK. Un joli rouge carmin, pas de problème. Le noir ou le marron, c'est souvent que le sang a été oxydé, donc il a pris en couleur. Ça me Il va. a séché, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, hein. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire OK. ça. Par contre, il y a des couleurs, moi, par exemple, je n'aime pas du tout le gris. Vous voyez, OK. quand il y a des espèces de filaments gris à l'intérieur. Ça, c'est très important de savoir qu'en fait, les règles, c'est du sang. Et en fait, les bactéries adorent le sang. Elles se prolifèrent à tel point que dans les laboratoires, on utilise du sang, pas de règles, mais on utilise du sang pour faire proliférer les bactéries. Donc, il se peut qu'il y ait une pullulation bactérienne et ça sent très mauvais et puis il y a des espèces de c'est grisâtre ou alors c'est orangé ou alors c'est jaunâtre ou alors c'est verdâtre, enfin, on se dit: «Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette couleur, quoi?» C'est OK. vraiment zarbi. Si Et c'est c'est une zarbi, question d'aspect aussi parce que est-ce que ça va aller avec un aspect, je sais pas, plus épais, moins épais, plus liquide, enfin. pas forcément, mais ça peut être peut-être un peu élastique, grumeleux, mais même pas forcément. Mais OK. mais ce qui est caractéristique aussi, c'est la recrudescence de l'odeur. Ça, on se dit: «Ouf, c'est bizarre». Donc les règles, c'est pas censé sentir quoi que ce soit? Absolument, mais il faut le dire, les règles, ça sent bon. Enfin, je veux dire, ça sent, alors souvent, les gens me disent: «Mais ça sent quoi les règles?» Bah, je dis: «Vous c'est pour les gens qui ont déjà saigné du nez, ils ont l'odeur de sang. Bah, ça sent ça les règles». C'est ça que j'explique aux collégiens, c'est que ça sent rien en fait. Les règles, ça sent les règles et puis l'oignon, ça sent l'oignon et puis la rose et ainsi de suite. Mais il y a pas d'odeur, particulièrement désagréable. Si ça sent le poisson pourri, nous, ça, c'est l'expression qu'on utilise en médecine, bah, là, c'est pas normal. Ça doit pas sentir le poisson pourri. À noter que ce qui est vrai, c'est que les serviettes hygiéniques, les mauvaises serviettes hygiéniques peuvent faire que ça sent très mauvais, que ça pue. Ou les Ça, c'est serviettes très font des important. senteurs, non? Ah là 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 là. Ouh là! Ah ouais, non, mais ça vraiment, parce qu'en plus, on l'applique sur des muqueuses et tout. Alors moi, sur les serviettes hygiéniques, je suis ultra maniaque. Et vous savez, il y a des substances bleues ultra absorbantes ou des Ouais. voiles micro-aérés ou des trucs. Bah et souvent, ça fait puer. Si ça fait puer, c'est qu'il faut changer vraiment. On prend les trucs, parfois même premier prix, où c'est tellement pas cher qu'il y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une bande de coton Ouais. blanc et ben, c'est mieux presque. Vraiment, faites attention à ça. Pareil, hyper important de pas garder, ses tampons ou les cups longtemps. Ça, pour le coup, c'est hyper grave, hein, si on le fait. Tout ce qui est à l'intérieur, faut pas Ouais, garder plus de 6 heures. 6 heures. Ça veut dire donc qu'il y a tout un tas de professions pour lesquelles on ne pourra pas porter ces protections. Ça veut dire qu'on ne porte jamais ça avant d'aller se coucher la nuit, parce qu'on ne sait jamais si sa nuit va durer plus ou moins de 6 heures. OK. Mais toutes les professions à risque, soignantes, pompiers, enfin toutes ces professions-là où en fait elles commencent leur journée, on ne sait jamais quand est-ce qu'on les récupère, pareil, pas de protection interne. Parce que le risque existe et on ne prend pas ce risque, ça ne sert à rien de prendre ce risque. Le risque, on n'a pas dit le terme, c'est un potentiel choc toxique. À noter que c'est très 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 rare. Mais au-delà même du choc toxique, comme je l'ai dit, c'est un endroit de prolifération bactérienne, donc ça sert à rien de macérer dans son jus pendant des heures, de toute façon. Même au-delà de ça. Tu peux quand même dire ce que c'est le choc toxique? Le choc toxique, alors c'est une espèce de prolifération bactérienne. En général, c'est staphylocoque doré qui est en cause et qui peut aller jusqu'à la mort si ce n'est pas pris en charge rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir en tête, si vous avez vos règles et que ça ressemble à un syndrome grippal, vous avez une fièvre vraiment forte, vous pouvez avoir des douleurs articulaires diffuses, vous pouvez avoir, ça c'est assez spécifique, comme si la peau s'en allait dans l'intérieur des mains. Vous pouvez avoir des vertiges, évidemment, de la diarrhée, une sensation d'épuisement, enfin, Tout ça en même temps, un peu? ouais, un peu tout ça en même temps. Enfin bref, vous êtes inquiète, vous avez vos règles, vous avez un truc qui ressemble, oh, vous vous dites: «Qu'est-ce que c'est que Ouais. ça?»
Surtout très important de garder votre protection. Vous venez avec votre tampon, vous venez avec votre cup pour qu'on Ah, puisse l'analyser aux on l'enlève urgences. d'abord? Oui, On l'enlève, mais on la garde? on l'enlève, mais on la garde Ouais. et on vient aux urgences avec. Non, c'est sérieux. Heureusement, c'est rare. C'est très rare. Hein, mais voilà. Et bien sûr, les traitements, c'est une antibiothérapie de cheval. Et par contre, on sait le soigner si c'est pris en charge à temps. Donc, idéalement, pour éviter tout ça, on garde pas son tampon, on garde pas sa cup plus de 6 heures. Non, mais ça, c'est oui. Hein. Est-ce que c'est la même chose pour les serviettes, les culottes menstruelles? Est-ce qu'il faut pas les garder plus d'un certain nombre d'heures? Alors, ça n'engage que moi. Mais moi, je suis de l'école que j'ai créée moi-même, qui serait de dire de vraiment changer régulièrement. Là encore, je n'aime pas que vous macériez dans votre sang. Donc, Donc, ouais, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas écolo, mais ça me plaît pas. C'est-à-dire, par exemple, les femmes qui me disent, bah moi, je garde ma culotte menstruelle comme ça pendant 12 heures. Je préfère, même si effectivement, hein, les tissus normalement sont bactéricides, fongicides, je sais pas quoi, c'est des tissus qui tuent les bactéries à leur contact. Mais quand même, je préfère que ça se change. C'est mieux à mi-journée, par exemple. À moins qu'on ait 3 saignements qui se battent en duel parce qu'on est au premier jour des règles ou au dernier jour des règles, on s'est bien compris. Donc, c'est bien de pas mariner dans son jus, surtout que les règles, ça dure en général pas qu'un seul jour. Mais combien de temps ça dure? Parce que sur ça, on n'est pas égal. Il y a des Ah, filles quelle où ça injustice. dure 2 jours et Quelle il y a des injustice. filles où ça dure une semaine. Ah, ça, c'est vraiment injuste. De quand à quand, c'est Bah, normal on dit de 2 à 7 jours, c'est de normal. 2 à 7 jours. C'est OK. Mais c'est vrai que tu le soulignes, c'est vrai, entre une femme qui a 7 jours de règles et l'autre qui en a 3, ça change tout. Quand elles ont 7 jours de règles, elles peuvent pas perdre qu'une demi-tasse de café. Alors, ça, effectivement, il faut s'en assurer. Mais souvent, dans ces 7 jours de règles, il se peut qu'il y ait 2 jours et 2 jours, début fin, qui soient en fait très peu de saignements. Mais même ça, en kikine, on est obligé d'avoir des protections, etc. Mais en moyenne, attention, en moyenne, on En est plutôt moyenne. entre 3 et 5 jours. Si on dépasse les 7 jours, c'est pas normal. Il faut aller voir un docteur, il faut aller voir une sage-femme. Absolument, tout à fait. Parce qu'il y a un risque d'anémie toujours. C'est toujours Et pareil. d'ailleurs, je tiens à préciser comme ça, c'est qu'on peut juste aller voir une sage-femme, un médecin, juste pour discuter. C'est pas parce que vous allez nous voir que vous allez passer sur la table de consultation. Vous pouvez juste venir pour une consultation où on ne fait que parler. De vos règles, par exemple. Et c'est combien de temps le cycle? Parce que du coup, les règles, c'est 2 à 7 jours. Enfin, elles reviennent tous les combien de temps, les règles? Parce qu'on dit en moyenne, le cycle dure 28 jours. Ce n'est qu'une moyenne. Ce n'est qu'une moyenne. Ok. En fait, on va dire que limite de la normale, c'est entre 21 et 35 jours. On aime bien que ce soit régulier ou à peu près, mais ça peut être aussi un peu irrégulier, il n'y a pas de problème. Mais entre 21 et 35 jours. Au-delà ou en dessous, il faut consulter. Ok. Je ne dis pas que ça va être dramatique, qu'on va découvrir une maladie, non. Je dis simplement, ça vaut le coup de faire un petit point. Par contre, attention, si on a, par exemple, c'est vrai qu'une fois tous les 3 à 6 mois, on consulte, parce que peut-être que ça peut être un SOPK, peut-être ça peut être autre chose, j'en sais rien. Donc, on est d'accord qu'on compte le cycle du premier jour des règles à la veille du Absolument. jour suivant, du premier jour suivant. Exactement. C'est comme ça qu'on compte une longueur de cycle. Et les cycles, est-ce qu'ils doivent être réguliers, pas réguliers? C'est quoi une régularité normale? Allez, on va se dire plus ou moins 5 jours. Ok. Mais grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avoir des règles tous les 15 jours, avoir des règles tous les 3 mois, pas normal. Enfin, Ok. pas normal, on consulte. Ok. Et que si on a une fois ces règles au bout de, je sais pas, 17 jours et après, pendant 3 mois, on n'en a pas, là, pareil, on consulte. Sauf que, Ouais. est-ce qu'il y a des moments de la vie d'une femme où un dérèglement des règles, ça peut être à peu près normal? On vient d'arrêter une contraception, Bien il y a eu sûr. ça pendant le vaccin Mais du bien sûr. Covid. Enfin, il y a des moments où ça peut être normal, mais ça vaut quand même le Tout coup à fait. de Ça veut consulter. dire j'ai eu une grippe Ouais. de chien galeux. Ça peut vouloir dire j'ai eu un examen, j'ai été stressée comme pas permis. Ça peut vouloir dire 1000 choses. C'est pour ça que je vous dis surtout pas de vous affoler. Ok. Non, surtout pas. Alors ça peut arriver, oui, bien sûr qu'il y a un décalage. Ça peut être... moi, ça m'a fait le coup. J'étais réglée comme une horloge à musique. Je me marie, bim, décalage de l'ovulation. Ouais, ça m'était jamais arrivé. Donc vous voyez, toutes sortes de choses qui peuvent évidemment modifier le cycle. Ce que toi, tu encourages, c'est au maximum de noter les symptômes qu'on peut avoir, les jours, les dates, pour se rendre compte déjà d'une potentielle irrégularité et en plus pour ramener tout ça auprès de sa sage-femme, de son médecin, le jour où il y a un souci. Exactement, je trouve ça intéressant. Je tiens à vous alerter quand même sur les applications où, attention, il y a une récupération de données. Hein. Faut le savoir, ça. Il faut être OK avec la récupération de données. Vous aurez une récupération de vos données. Pour la plupart, parce que souvent, c'est pas sécurisé. Bon. Et la douleur alors, est-ce que... Ah non. Oui, bon, Voilà. je fais semblant. Ouais. Est-ce Ouais. que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles? Non, certainement pas. Certainement pas.
En fait, mais ça, c'est à cause aussi, c'est multifactoriel, mais on considère un peu que cet utérus, c'est une sorte d'organe sacré, un organe au-delà des organes dans le corps, un truc, je sais pas, mystico, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'est un petit muscle, hein, un petit muscle très élastique, et que comme tout muscle, il a aucune raison en se contractant pour chasser le sang des règles, il a aucune raison de faire mal, en fait. Hein. C'est comme je contracte mon biceps, je suis pas mal. Donc non, les règles, ça fait pas mal. Hein. Ça, c'est la base. Et les règles, Mais quand malheureusement, ça fait mal, voilà. souvent c'est une maladie. Et on va y consacrer des épisodes, ne vous inquiétez Ah non, mais surtout pas toujours. Oh, Ah non, pas des fois, toujours. ça fait mal et c'est rien. Mais oui, parce que parfois, on a mal, un peu comme des contractures. Oh, j'ai un peu mal, là, pendant une demi-heure, je vais être ouf, aïe, aïe, aïe. Mais j'ai même pas besoin de prendre de comprimés, ou je prends un comprimé, ça passe, et je me sens tout à fait bien. Ça, c'est OK. Hein. Ce qui est la douleur qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est la douleur qui est peu ou mal soulagée par des comprimés et qui gêne dans la vie quotidienne, qui empêche de dormir, qui empêche de travailler, qui empêche de ça. Ah non, ça me va pas. Des petites douleurs fugaces et passagères, pas de problème. Hein. Et puis même, c'est pas forcément le signe d'une maladie, même si ça fait très mal, ça peut être plein de choses. Mais c'est pas forcément une endométriose, même si effectivement on la recherchera en tant que clinicien. On vous posera plein de questions pour savoir si ça peut être ça. Il y a d'autres effets secondaires, Anna, qui sont un peu moins connus que le mal de ventre, un peu moins connus que genre le syndrome prémenstruel. Mais pendant ces règles, on peut avoir la diarrhée ou vraiment avoir des soucis digestifs, vomir. On peut aussi avoir mal au crâne. Tu peux nous faire un peu la liste des effets secondaires un peu méconnus, mais qui se produisent pendant les règles? Oui, donc on peut avoir mal au crâne, on peut avoir la diarrhée, on peut être à l'inverse constipé, on peut avoir des douleurs projetées à l'intérieur des cuisses, on peut avoir des douleurs projetées dans le dos. On peut vraiment se sentir au bout du roule. Hein. Souvent, on se dit, c'est le syndrome prémenstruel. C'est vrai que la plupart des femmes, après, elles se sentent pumped up, mais pas toutes, loin de là. Il y en a qui restent bien amorphes, voilà. Non, il y a toute une variété de symptômes, en fait. Hein. Il peut y avoir, là, pareil, si ça enquiquine, on consulte. Est-ce que c'est normal, Anna, d'être énervée pendant ces règles? Est-ce que c'est normal d'avoir envie de tuer des gens pendant ces règles? Alors, tuer, non. Violenter? Oui, on peut avoir des accès d'impatience et des accès de violence. Enfin, il faut essayer de se maîtriser. Mais oui, on peut avoir, mais il faut le traiter parce que c'est pas agréable. Quand c'est vraiment à ce point-là, envie de tuer quand même. Mais oui, on peut. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'hygiène menstruelle? Déjà, bon, je pense que ce terme-là te fait hurler. C'est un terme qui est employé, l'hygiène menstruelle, on a l'impression, du coup, ça donne franchement l'impression que les règles, c'est sale et qu'il faut adopter une hygiène particulière pendant ces règles. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? On va parler plutôt d'hygiène des parties intimes, qui est les règles ou pas les règles. Finalement, ça change pas grand-chose. Et l'idée, c'est que oui, effectivement, la vulve, comme toute autre partie du corps, c'est salissant. Et donc, il faut se laver régulièrement, mais en général, les femmes le savent, il faut se laver, je sais pas, une fois par jour, par exemple, si ça vous va. Voilà, c'est tout. Et très important de ne pas se laver l'intérieur du vagin, parce qu'on a beaucoup de chance, c'est que nous, on a un vagin qui est auto-nettoyant, exactement comme l'intérieur de nos yeux ou l'intérieur de nos oreilles. Donc, on n'a pas besoin de le laver à l'intérieur. Même si on va vous dire, si, il faut faire des douches vaginales, surtout pas, parce que vous allez tuer les bonnes bactéries qui vous protègent des mauvaises. Donc, on ne se lave pas l'intérieur. Et l'extérieur, on se le lave à l'eau? Pas et forcément au savon tout doux? Voilà, pas au savon. Ouais. Après, moi, j'aime évidemment pas trop les genres de gel douche colorés qui sentent très mauvais. Là, je préfère des trucs un peu clean dans la compo, bien sûr. Mais oui, il faut se laver 1 ou 2 fois d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas besoin de faire un truc... Mais d'ailleurs, l'hygiène intime, ça concerne tout aussi les hommes qui ont un pénis. Hein. Et ça, c'est très important. Et souvent, ils le savent moins. Pareil, il faut se décaloter et se laver le gland. C'est pareil, tous les jours. Et après les règles, Anna, du coup, il se passe quoi? Une fois que les règles sont finies? Après les règles, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire, où il y a un ovule qui est recruté, qui va grossir, et être expulsé au moment de l'ovulation, qui survient aux alentours de J14, mais c'est pas du tout précis. Ça peut être à J12, ça peut être à J17, ça peut être... Non, c'est rien. Il faut s'observer pour le savoir. Et puis après, c'est la phase lutéale. Soit l'ovule a été fécondé, soit il n'a pas été fécondé. Et s'il n'a pas été fécondé, tout ça, bam, on recommence les règles et c'est reparti mon kiki. Merci Anna pour toutes ces infos. Et si vous vous sentez un peu frustré parce qu'on a abordé certains sujets rapidement, soyez rassurés, on en fera des épisodes complets. On a des épisodes qui arrivent sur l'endométriose avec une spécialiste. On va aussi faire un épisode sur le syndrome prémenstruel. Et il y a plein d'autres épisodes qui arrivent, donc ne vous inquiétez pas, c'était le début. Et à la semaine prochaine. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.